À pied d'œuvre, le podcast qui réconcilie les arts et les sciences. Entre clins d'œil, jeux de miroir et de cache-cache, arts et sciences n'ont de cesse de se chercher et de se perdre pour mieux se retrouver. Tous les mois, je vous invite à partir à la découverte des accomplissements de ce drôle de couple qui, lorsqu'il se comprend, transcende la réalité. Un podcast de Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital. Bonne écoute! Le mois dernier, nous avons ouvert avec Jules Verne et mon invité Nicolas Allard la boîte de Pandore de la science-fiction. Ce genre narratif met en scène de nombreuses créatures qui nous font réfléchir sur ce que c'est que d'être humain. Au centre de celle-ci, les robots. Étonnamment, le terme ne nous vient pas du monde des sciences, mais bien de celui des arts. Il apparaît pour la première fois dans une pièce de théâtre écrite en 1920 par un auteur tchécoslovaque appelé Karel Čapek. Il a été créé par son frère Joseph à partir du mot tchèque robota, qui signifie travail ou corvée. Aujourd'hui, les robots sont omniprésents. La Guerre des mondes, Pacific Rim, Avatar, Matrix, rares sont les productions de SF qui ne présentent pas au moins un robot. Comment expliquer cet engouement ? Qu'est-ce qu'il nous dit sur la condition humaine ? Comment évoluent nos représentations des robots au fil des décennies ? Pour trouver des réponses à ces questions, j'ai fait appel à une spécialiste d'anticipation et de science-fiction, Natacha Vazdeir. Natacha est essayiste et conférencière. Agrégée de lettres modernes, docteur en littérature française, francophone et comparée, ses travaux portent principalement sur la reconnaissance de la littérature d'anticipation sociale, notamment celle de l'entre-deux-guerres. Professeure et chercheuse, elle prend également part à de nombreuses initiatives autour de la promotion du genre de la science-fiction. En 2021, elle cofonde ainsi Hypermonde, le premier festival consacré au monde de l'imaginaire en Nouvelle-Aquitaine. Alors que l'édition 2022 porte sur les utopies, celle de 2021, présidée par Natacha, était dédiée aux robots. Bonjour Natacha. Bonjour Cécile. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour discuter avec moi de ce vaste sujet qu'est la représentation des robots dans les œuvres de SF. Alors avant de plonger dans le cœur du sujet, on va commencer par évoquer le genre de la science-fiction lui-même. En mars 1995, l'écrivain américain Ray Bradbury avait déclaré dans une interview « La science-fiction est la littérature la plus importante de l'histoire parce qu'elle est l'histoire des idées, l'histoire de nos civilisations naissantes. » J'imagine que je prêche une convaincue avec cette citation, mais je voudrais avoir ton avis sur ce que représente le genre de la SF. Comment expliquer sa popularité ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, entre guillemets ? Alors, le genre, en fait, de la science-fiction, d'abord, c'est un genre qui est né au 19e siècle avec la révolution industrielle et tout simplement, c'est à partir de ce moment-là que la littérature, mais aussi l'illustration, parce que la science-fiction, c'est un genre iconographique, en fait, quasiment dès sa création, eh bien, la science-fiction, elle va s'interroger sur les progrès techniques, les progrès technologiques et sur le futur, en fait, de l'humanité. On verra bien sûr qu'au XXe siècle, il va y avoir une sorte de régression, c'est-à-dire que la science-fiction va bien comprendre que le progrès ne sera pas que bénéfique, évidemment, pour l'humain, notamment le progrès technologique. Mais en fait, la science-fiction, c'est ça. C'est-à-dire que dès le départ, elle a une sorte de double nature. C'est-à-dire d'abord une nature de divertissement, mais un divertissement sublime. Et en même temps, c'est vraiment une littérature qui, parce qu'elle plonge, je pense, ses racines profondes dans une littérature réflexive qui a été donc l'utopie depuis le XVIe siècle, eh bien, elle nous interroge très fortement. C'est aussi une littérature critique sur à la fois notre présent, mais aussi l'anticipation, en fait, de notre futur. Je repense à notre interview avec Nicolas Allard. Je lui avais demandé s'il percevait des tendances au niveau de la science-fiction. Dans quelques années, est-ce qu'il y a des thématiques que tu trouves particulièrement saillantes ? Actuellement, donc la réflexion sur l'intelligence artificielle et les robots, elle est quand même relativement centrale parce que c'est notre avenir très proche. Ensuite, il y a deux autres thématiques qui évidemment sont tout à fait centrales. C'est la thématique du post-apocalyptique et du changement climatique. Et enfin, je dirais que la troisième tendance, c'est justement notre survie au sein d'un monde qui va fortement changer.
c'est le monde en quelque sorte post-industriel, c'est-à-dire que là, nous sommes sur une sorte de fin de l'industrialisation à tout crin de notre planète. Et donc, la science-fiction, va nous projeter sur l'arrêt ou la transformation de cette industrialisation du monde et du vivant pour nous proposer, en fait, une survie qui sera évidemment un mode de vie beaucoup plus sobre. On va réfléchir aussi à quel type d'énergie est-ce que nous allons pouvoir utiliser. Et ça, par exemple, c'est ce à quoi s'intéresse le solarpunk, qui est le grand mouvement actuel de la science-fiction, c'est-à-dire qu'on réfléchit à comment je mets en scène les humains, leur environnement, leurs nouvelles technologies. Est-ce que, par exemple, l'informatique, le numérique va survivre si nous avons des problèmes énergétiques? Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ces trois tendances que l'on trouve actuellement dans la réflexion et la créativité de la science-fiction. Tu évoquais le solarpunk, donc la science-fiction possède beaucoup de sous-genres, elle s'exprime dans de multiples supports, elle aborde de nombre de thématiques, et au cœur de toute cette diversité, on retrouve les robots, d'Astro à Wall-E, en passant par R2-D2, Robocop ou les gardiens du château dans le ciel. Les robots nous intriguent depuis des décennies. Comment expliques-tu cette fascination ? Tout simplement parce que c'est un petit peu, à la fois, c'est le croisement du mythe de Prométhée, mythe antique, et du mythe de Pygmalion. C'est-à-dire que l'homme a toujours été fasciné pour prendre la place de Dieu, devenir finalement un créateur divin et élaborer une créature artificielle de ses mains. Et depuis l'Antiquité, c'est vrai que ça fonctionne pas tellement, parce que même chez Pygmalion, ça n'a pas très bien fonctionné pour lui. Et avec, je pense, les nouvelles technologies, la science-fiction s'est emparée du thème dans la deuxième partie du 19e siècle, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, elle s'est vraiment développée à partir de cette industrialisation. Et dès ce moment-là, on va voir apparaître en fait la figure du robot. Alors pas encore l'intelligence artificielle, mais c'est un peu sous-jacent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va élaborer une créature qui a une pensée autonome, quelque part, on est quand même dans le concept de l'intelligence artificielle. Karel Čapek, en fait, en 1920, va non seulement, comme vous l'avez dit dans l'introduction, créer le mot complètement, c'est-à-dire que le robot ou la créature artificielle va être assimilée en fait à ce mot robot qui n'existait pas donc avant lui. Et puis, en fait, dans la pièce, ce ne sont pas vraiment des robots. En fait, ce sont des créatures artificielles et très vite, les hommes vont être complètement débordés par leurs créatures artificielles qui vont prendre le pouvoir complètement et vont annihiler totalement l'humanité. Dès le départ, en fait, de la création des robots, on voit que non seulement l'humain va créer des espèces de monstres, entre guillemets, qui vont se retourner contre lui, mais ça, par exemple, Mary Shelley, avec Frankenstein, a créé un être qui est incompris des humains et qui va finir par devenir monstrueux, donc aux yeux de l'humanité, même si ce n'est pas un robot, mais ça reste en quelque sorte ce premier principe de création finalement d'un être totalement artificiel. Et donc au fur et à mesure en fait on va s'avancer dans le XXe siècle, y compris quand on va rejoindre les premières créations, par exemple, d'ordinateurs autonomes, ou comme en 1968, donc l'intelligence artificielle dans le film de Kubrick, 2001 Odyssée de l'espace, avec HAL 9000, on va avoir une créature qui n'est pas incarnée dans un corps mécanique ou artificiel, mais un esprit qui, lui aussi, évidemment, va complètement se rebeller contre l'humain et va être donc une IA meurtrière. Et c'est ce que, en fait, Asimov appelle le complexe de Frankenstein. Tu me fais une superbe transition pour énoncer les 3 lois de la robotique. Donc pour nos auditeurs qui ne les connaîtraient pas, elles nous viennent d'un auteur iconique russo-américain qui s'appelle Isaac Asimov. Et en 1942, il cherchait donc à s'opposer à ce qu'il nommait le complexe de Frankenstein, donc cette tendance à considérer les machines comme forcément mortellement dangereuses pour les humains. Donc ces 3 lois, alors tu m'arrêtes si je me trompe, ce sont des règles auxquelles tous les robots dotés d'une conscience doivent obéir. Elles sont codées dans leur cerveau, c'est-à-dire dans leurs unités centrales. La première, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. La seconde, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et enfin, la troisième, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc en formulant ces lois, Asimov accomplit une démarche majeure. Le robot, en sa qualité d'être artificiel, cesse d'être une menace pour l'homme et devient son partenaire, son protecteur, son serviteur.
Un peu plus tard, il a ajouté une loi 0, de facto la 4e, qui précise qu'un robot ne peut nuire ni à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit exposée au danger. Donc dès qu'on s'intéresse un petit peu au genre de la SF, on tombe systématiquement sur ce nom, Isaac Asimov. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui ? Oui, alors très rapidement, parce que je crois qu'Asimov, on pourrait faire une émission totale sur lui. Donc Isaac Asimov fait partie de ce qu'on a appelé ces grands auteurs donc de l'âge d'or. Tu avais cité au début donc Ray Bradbury. D'ailleurs, Bradbury disait de la science-fiction, c'était la littérature essentielle et centrale en fait de notre temps. Et Asimov, ce qu'il faut savoir d'abord sur lui, ce qui est important à savoir, comme d'ailleurs pas mal d'écrivains de cette époque, ce sont des gens qui ont créé d'immenses cycles, des grandes sagas. C'est le cas d'Asimov avec Fondation, qui a été sérialisé il n'y a pas très longtemps, donc sur une plateforme. Et puis bien sûr son grand cycle des robots. Donc je dirais que Asimov a écrit donc une nouvelle qui s'appelle Runaround en anglais, qui est traduction, une sorte de cercle. Et en fait, les 4 lois de la robotique, les 3 premières au début, puisqu'il n'y avait que 3 lois dans cette nouvelle, eh bien, ce sont des lois qui vont créer une sorte de cercle vertueux. Et ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, quand vous discutez avec des spécialistes de l'intelligence artificielle, eh bien, ils ont tendance à dire que ces 3 lois sont absolument fondatrices pour justement la programmation. Pour l'instant, évidemment, un robot n'est absolument pas capable d'atteindre une intelligence autonome, les IA non plus, donc le problème ne se pose pas, mais c'est vraiment, je dirais, un fond qui est très intéressant, à la fois pour la programmation et à la fois aussi pour la dimension juridique de notre rapport au robot. C'est vrai que c'est étonnant la façon dont la fiction rejoint la réalité. J'avais pu lire qu'en janvier 2020, un député français avait déposé une proposition de loi pour promulguer une charte de l'IA et des algorithmes, et l'inscrire dans le préambule de la Constitution, et l'article 2 de cette charte était d'ailleurs constitué par les 3 lois de la robotique dans leur version initiale. Voilà. Et là, on a un vrai mélange, en quelque sorte, ou une vraie influence de la fiction sur notre réel, sur la réalité. Parce que, si vous voulez, la science-fiction, c'est une expérience de pensée. C'est un laboratoire d'idées. Et en même temps, on essaie... Alors, bon, c'est pas très nouveau, parce que Zola le faisait déjà au 19e siècle avec son roman expérimental. Mais vraiment, la science-fiction, c'est une littérature ou évidemment des œuvres cinématographiques qui permettent de se poser les questions, de nous projeter, mais vraiment de se poser les questions sur l'introduction de ces machines dans notre quotidien. Et alors, de quelle façon les auteurs qui ont suivi Isaac Asimov se sont-ils appropriés ces lois, dans le sens où, dans les œuvres plus actuelles, est-ce qu'il y a une tendance au niveau des rôles que l'on attribue aux robots ? Est-ce qu'ils sont plus souvent des alliés des humains ou des ennemis à combattre ? Alors, je crois que la tendance vraiment profonde, je citerai 2 œuvres. Une œuvre cinématographique qui est le film Her, où là, on a plutôt une intelligence artificielle, et la série donc Real Humans, qui pour moi, qui date un petit peu maintenant, mais qui est vraiment intéressante en termes de réflexion, parce que en fait, ces robots ou ces créatures artificielles sont effectivement complètement entrés dans nos vies, à tel point que, par exemple, dans Her, on a une intelligence artificielle qui supplée complètement un sentiment amoureux, donc le héros ne peut absolument pas trouver chez ses congénères humains, chez les femmes, et donc il va tomber littéralement amoureux d'une voix, et donc de cette intelligence artificielle qui est faite en fait pour répondre à cette attente. Sauf que, comme dans Real Humans et comme dans Her, ce sont ces 2 films où l'intelligence artificielle de chaque côté, ou les robots, les créatures artificielles, se posent des questions sur leur propre existence et cherchent à avoir finalement une vie autonome. Ces œuvres-là posent en fait le problème de la nature robotique ou de la nature artificielle d'un esprit qui va avoir une logique différente. La science-fiction pose en fait la question de l'altérité de cet esprit artificiel. Alors on peut essayer de vivre avec eux, mais est-ce que ces créatures, est-ce que ces programmes, quelque part, ne vont pas avoir une certaine autonomie et une envie en fait véritablement de vivre une existence qui ne sera pas la nôtre et qui ne sera pas dans notre temps, dans nos espaces, puisque dans Her, on a l'intelligence artificielle de Samantha qui va rejoindre en fait d'autres intelligences artificielles dans une sorte de métaverse, mais qui n'est pas notre monde. C'est aussi le questionnement qui est au centre de Westworld.
Tout à fait. Dans Westworld, vous avez... Alors, ne me spoile pas, je n'ai fini que la 2e saison. D'accord, donc je ne spoile pas, donc je reste sur les... Non, je vais rester juste sur l'origine quand même de Westworld, puisque Westworld a réutilisé 2 films des années 70. Le premier avec Yul Brynner, qui est Monde Ouest en 1973, et sa suite Future World, donc en 1976 avec Peter Fonda. Donc, dans Moon West, on a la création d'un espèce de parc, d'un parc qui va reprendre la thématique du Far West, avec des robots, alors qui sont beaucoup plus robots que dans Westworld, hein. Bon, sauf que, évidemment, les humains tuent ces robots pour le plaisir, sauf qu'il y a un certain nombre de robots qui vont, alors on retombe, vous voyez, sur le complexe de Frankenstein, qui vont se rebeller. Et la question se pose là, à travers ces 2 films, sur que faisons-nous en fait de ces créatures artificielles. Et donc, vous voyez, Westworld va encore plus loin finalement que les 2 exemples que j'ai donnés précédemment, puisqu'elle pose la question de pourquoi créer des êtres artificiels. Est-ce que c'est uniquement pour nous servir d'esclaves, pour nous servir d'exutoire à toutes nos pulsions sexuelles et meurtrières? D'ailleurs, dans la réalité, se pose quand même la question, au Japon notamment, de ces femmes robots qu'on retrouve bien sûr dans, par exemple, Real Humans, où il y a une classe de robots qui sont en quelque sorte des espèces d'esclaves sexuels. Et au Japon, eh bien, on commence à avoir en fait cette problématique-là. On a cette fabrication d'êtres artificiels qui vont servir de sorte de poupées sexuelles ultra perfectionnées. Ça veut dire que le robot, en réalité, sert nos plus bas instincts et c'est pas du tout, je dirais, une cause qui est véritablement à défendre. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Je termine par une question de nature plus personnelle. On se détourne des robots. J'ai l'impression que la science-fiction est un genre très très masculin. On lit plus rarement des plumes féminines sur le sujet. On entend moins de voix féminines s'exprimer dans les médias sur le sujet. Est-ce que c'est une réalité? Si oui, est-ce que c'est quelque chose qui tend à évoluer au fil des années? Alors, c'est quelque chose qui évolue complètement, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je rappelle quand même que le genre de la science-fiction a été créé par une femme qui s'appelle Mary Shelley. C'est elle qui a écrit donc Frankenstein, alors qui était mariée à Percy Shelley, qui était un grand poète romantique anglais et qui donc a totalement été invisibilisé. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, il y a eu beaucoup de femmes qui ont écrit des nouvelles, qui ont participé donc à la création notamment de pulps aux États-Unis, mais qui ont été totalement invisibilisées par les médias. Et ça, évidemment, c'est exactement la même chose dans les sciences, je ne vous apprends rien. Et donc, le travail que notamment les chercheurs font aujourd'hui, et notamment aux États-Unis, eh bien, c'est d'essayer de montrer qu'en fait, le genre n'était pas du tout masculin. Alors, il y avait moins de lectrices, ça c'est vrai. Il y avait beaucoup plus de lecteurs masculins et moins de lectrices, mais il y avait quand même beaucoup de femmes. Ensuite, avec le féminisme, il y a de très grandes voix et de très grandes plumes féminines qui ont pris leur essor dans les années 70 et 80, avec notamment des femmes qui ont eu le prix Hugo, qui est je dirais le prix absolument prestigieux aux États-Unis, prix de science-fiction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes qui écrivent alors de la fantasy, de la science-fiction. Les voix des femmes vont désormais beaucoup compter. Mais il y a un double mouvement, c'est-à-dire que d'un côté, il y a plus de lectrices et plus d'autrices, et d'autre part, on fait des recherches pour montrer que les femmes ont été invisibilisées. Et donc forcément, eh bien dans ces cas-là, on se dit non, la science-fiction c'est un genre très masculin. C'est vrai que les thèmes étaient assez masculins et aujourd'hui, notamment dans la dystopie par exemple, on va avoir beaucoup de jeunes héroïnes. Hein. Donc il y a quand même un mouvement de fond qui fait que la science-fiction est en train de devenir un genre, je pense, totalement mixte. Et puis bon, si je suis là, je porte aussi un petit peu la voix des femmes, au moins des chercheurs. Je sors un livre au mois de septembre avec Serge Lehmann et André-François Ruot au Mouton électrique qui s'appelle Science-fiction, voyage dans la modernité. Et j'ai écrit tout un chapitre sur ce sujet, les femmes invisibles de la science-fiction. Point d'interrogation, évidemment, elles ne sont pas invisibles dans la science-fiction. Super, je mettrai le lien dans la description. Donc c'est sur cette question que s'achève cet épisode. Merci beaucoup Natacha d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Nos auditeurs pourront te retrouver les 24 et 25 septembre à Mérignac pour le festival Hypermonde. Au programme, conférences, tables rondes, ateliers, projections ou encore séances dédicaces centrées donc sur la thématique de l'année, les utopies.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier épisode de la saison qui restera dans le thème de la science-fiction. Merci pour votre écoute, c'était À pied d'œuvre, un podcast de Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital. Il est écrit et réalisé par Aparté Studio et le studio Le Son de l'encre. À bientôt!